pourrions pas déjà sentir à travers les missions des maintiens de la paix, comme la MONUSCO? Ce qui est normal. Je pense que Trump n'est pas fou. Trump est lucide. Regardez, quand on regarde à travers le monde, il y a trop d'émissions des Nations Unies. Quelle crise les Nations Unies ont résolu? Soit il y a un coup d'État, ils partent, soit on les chasse, soit les pays implosent. Le cas de l'Angola, on les a chassés. Le cas du Sud-Soudan, ça a implosé. Donc partout, en Côte d'Ivoire, ils ont plié bagage, c'est-à-dire fait mandat. Exact. Donc il faudrait qu'ils comprennent que derrière ces gens, il y a des intérêts. Trump a compris. Il y a toute une classe néolibérale qui contrôle aujourd'hui beaucoup plus d'institutions internationales et qui utilisait la politique étrangère américaine pour mettre la main sur les richesses d'autres États. Trump n'en veut plus. Il dit d'abord l'Amérique. C'est bien d'aller s'occuper des autres. Quand vous voyez en Amérique aujourd'hui, il y a une grave misère. Allez en Amérique. Vous ne direz pas que c'est un pays développé. Mais comment les gens peuvent abandonner leur propre population, aller s'occuper des autres? Ça n'a pas de sens. Donc Trump a dit, je m'occupe d'abord de la population américaine. Les Nations Unies, on doit réduire, on ne voit pas l'importance que chaque pays se prenne en charge. Ce qui est normal. Donc c'est nous qui ne comprenons pas. Nous réfléchissons de la guerre froide. C'est terminé. Nous entrons dans un autre monde. Il y a l'incertitude. Donc il faudrait que les Africains comprennent un autre monde est en train de se dessiner. Il faut beaucoup plus réfléchir pour savoir quelle stratégie monter pour que l'Afrique ne soit pas encore perdante, pour que le Congo ne soit pas encore dominé. À propos du mandat de la MONUSCO, à savoir la lutte contre les groupes armés liés à la protection des civils, le gouvernement de la RDC, selon Cheo Kitundu, aurait voulu que l'éradication de ces derniers soit la trame de la nouvelle résolution, en y attachant une importance toute particulière dans la mesure où les groupes armés sont la menace principale aux populations civiles, dont la protection est la quintessence de l'existence même de la MONUSCO. À ce point, le gouvernement ne se dit pas déçu, mais le gouvernement dit que sa préoccupation a été rencontrée, mais pas dans sa totalité. Quelle est votre lecture personnelle? Je pense que quand on a mis en place la brigade spéciale, la brigade d'intervention. D'intervention, oui. Il y avait un débat. Les Africains voulaient que cette brigade soit contrôlée par exemple, la SADC. Les puissances occidentales n'ont pas voulu. Et cette brigade est restée comme ça, un peu statique. Mais aujourd'hui, je pense avec la mission qu'on vient de confier à cette brigade, c'est construit pour des Africains, je pense que ça va faire du travail. Peut-être ça, peut-être ce qui est positif. Parce que nos amis occidentaux ne voulaient pas que cette brigade agisse. Parce que tant qu'il y a des zones à l'Est, ça leur permet de faire des affaires. C'est que les Congolais ne comprennent pas. Les jours où il n'y aura pas la crise au Congo, je pense que dans d'autres pays, il y aura beaucoup de chômeurs. Donc, non Kunda, no job. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne l'ai même pas entendu de l'autre, comment on l'appelle encore? Kunda, de la MONUSCO. Ouais. Ça se raconte quand même. En renouvelant le mandat de la MONUSCO et de sa brigade internationale, oui, le Conseil de sécurité a tout de même consolidé le rôle offensif de la brigade d'intervention en n'excluant pas au besoin les autres forces de la composante de la force militaire de la MONUSCO. Ça, c'est Okitundu qui le dit en réagissant au mandat renouvelé de la MONUSCO. Oui. Et vous êtes d'accord avec une telle lecture? Non, je pense que c'est exact. Maintenant, on sait que le temps qui reste, les 9 mois qui restent pour renouveler encore le prochain mandat, ils vont s'occuper du travail. Ils ont fait plus de 20 ans. Vous voyez les résultats. C'est une mission qui a coûté plus de 17 milliards de dollars. Pour que les résultats 20 000, non, maintenant c'est 16 000. Qu'est-ce qu'ils font au Congo? Se promener. Il y en a qui sont maintenant dans les ventes de matières premières. On en a attrapé. Vous avez des preuves? Mais mon cher ami, les informations sont là, vérifier. Il y a eu des casques bleus qui vendaient des armes contre matières premières. On en a vu. Donc il ne faut pas être naïf. Quand la mission traîne ici, ça crée des emplois pour d'autres États. Mais ça permet aussi à d'autres puissances de savoir nous contrôler à travers l'ONU. Est-ce que c'est normal
un pays comme le nôtre, nous avons 20 000, toute une armée sur notre territoire. On va tolérer jusqu'à quand? Et quand je vois les gens dire, ah vous savez, il faut que l'ONU soit là, mais ils n'ont pas l'essence de l'histoire. En 60, donc après... ONUC. On a créé l'ONUC. Et l'ONUC a été complice dans l'assassinat de Lumumba. On a tendance à oublier ça. L'ONUC a permis à ce que Mobutu, avec les puissances occidentales, de réformer l'armée pour arriver à faire un coup d'État en 1965. On a tendance à oublier. Personne ne viendra nous rendre heureux ici. Si vous élites intellectuels qui sont aliénés, de comprendre que le moment est arrivé, qu'on prépare l'avenir de nos enfants. Si on ne fait rien aujourd'hui, M. Lumbala, nos enfants et nos petits-enfants seront les esclaves des autres. Le gouvernement, selon Kitundu, s'attend donc à une plus grande performance et force de frappe du partenariat entre la brigade d'intervention avec les FARDC, avec des résultats palpables sur le terrain face aux groupes armés principales menaces qui pèsent sur les populations civiles et qui déstabilisent le pays. Le gouvernement reste quand même vigilant et n'est plus dans cet attentisme. On le constate. Qu'est-ce qui a pu révolutionner les choses? Non, je pense que le gouvernement, c'est notre armée qui essaie un peu d'attaquer les milices à l'extérieur, pardon, à l'est du pays. On voit des images. C'est notre armée qui est à Nuturi, qui est partout. Ce ne sont pas les casques bleus. Les rapports, les réflexions faites par l'IFRI, Institut français des relations internationales, sur les 17 ans, les 16-17 ans des Nations Unies au Congo, ils donnent un exemple. Quand on a attaqué à l'Est, certains casques bleus, au lieu d'aller là où on tue des Congolais, ils vont aller là où c'est calme. Mais ils reviennent seulement pour faire la comptabilité. Donc c'est une mission inefficace. Mais cette critique devrait venir des Congolais, pas des étrangers. Ce qui est dramatique, c'est de voir que les Congolais se complaisent. C'est une culture d'esclaves. Que vous soyez dans un pays, les étrangers sont là, ils vous dominent, vous êtes d'accord. Ah, l'ONU doit rester, et sans l'ONU, nous ne serons pas jamais en sécurité. Dans quel état où on a vu l'ONU mettre de l'ordre? Nulle part ailleurs. Pourquoi on ne peut pas comprendre les enjeux? Moi, je demande à notre élite, au moins ceux qui étaient à l'école occidentale, l'école des Blancs, de rester lucide et rigoureux, d'interroger l'histoire, d'interroger la science, pour éclairer notre peuple. C'est capital, parce que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, mon cher ami, nous serons esclaves des autres. Alors, justement, à propos de ce mandat, on pense que c'est le tout dernier dans l'opinion, et le gouvernement dit que c'est l'avant-dernier, ce mandat, parce que il faut déjà commencer à penser au retrait de la MONUSCO du territoire congolais. Vous pensez que c'est du réalisme? Si, parce que la précédente résolution, on avait prévu, on avait demandé qu'on commence déjà à préparer les retraits des Nations Unies. C'est là où nous sommes tombés dans un piège. Mais quelque part, on a donné à l'ONU une autre fonction de s'occuper de l'accord de Saint-Sylvestre. Ça signifie que l'ONU va partir après les élections. Alors, vous dites qu'on a été piégé en 2017, oui, lors de la dernière, on parle de la résolution qui a précédé, oui, je pense que c'est 23-48, un truc comme ça. Oui, la résolution qui a précédé celle intitulée 2409. Alors, quel est ce piège? Le piège, c'est parce qu'on a introduit dans la résolution, on a donné une légitimité, en quelque sorte, à l'accord de Saint-Sylvestre. C'est écrit maintenant à l'intérieur. Ça, nous sommes tombés dans un piège. L'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre Or, 2016. la mission des Nations Unies, c'était de mettre l'ordre d'attaquer les groupes rebelles. Ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi après 17 ans. Après cet échec, ils disent non, maintenant on les confie le suivi de l'accord. L'appui à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Qu'est-ce qui prouve que réellement ça va réussir? Quand ils sont incapables de régler les problèmes des rebelles, pardon, des groupes armés, qui était leur objectif premier. Pendant que c'était n'ont rien fait. Ça signifie qu'on nous a piégés.
derrière tous ces discours, il y a quelque chose qui se cache. Il faut qu'on soit très lucide, qu'on regarde très sérieusement. Et moi, je demande qu'il y ait des débats entre intellectuels. Ce n'est pas normal que des problèmes du Congo soient traités à l'extérieur. Que font les intellectuels congolais? Les universités font quoi? C'est le moment qu'on traite nos problèmes. Ce sont nos problèmes à nous. Personne d'autre ne peut pas traiter mieux que nous-mêmes. Donc, c'est à demander aux élites, surtout les élites intellectuelles, les politiciens. Ils cherchent du travail, ils cherchent à manger, pour la plupart. Mais ceux qui voient un peu l'avenir de ce pays, qui voient l'avenir de nos enfants, doivent engager un débat rigoureux, un débat scientifique, pour éclairer les hommes politiques. S'il n'y a pas un débat scientifique dans les universités, parmi les intellectuels, parmi les philosophes, parmi les historiens, mon cher ami, on va tourner en rond. Donc le moment est arrivé que les élites intellectuelles prennent les destins de leur pays en main. Pas en faisant la politique, mais en donnant des idées, en faisant des analyses, en faisant des recherches, en donnant des résultats au gouvernement, bien entendu, parce que le gouvernement doit mettre ça en place, en pratique, mais aussi informer notre peuple. Quand vous regardez nos télévisions, notre presse écrite, on vous a déjà construit un discours à démocratie, bonne gouvernance, alternance, à côté de la plaque. Alors que nous sommes dans une limitation géopolitique sans précédent. C'est ça ce qui était essentiel. C'est discuter sur les problèmes géopolitiques. Pas sur vos histoires des élections ici. C'est une distraction pour moi. Qu'on fasse beaucoup d'attention. Parce qu'au bout des élections, si l'Occident... Concrètement, qu'est-ce que vous voulez insinuer là? Qu'on abandonne les élections, que le système actuel perdure comme ça. Voilà, nous allons au Parti communiste chinois et pourtant nous sommes la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Je dis qu'on n'abandonne pas les élections. Si nous voulons faire des élections, c'est pour élire, désigner nos propres élites qui vont gérer l'État. Vous comprenez? On ne fait pas des élections pour faire plaisir ni à l'Occident, ni à la communauté internationale, ni aux Nations Unies. Ce sont les élections à nous. C'est qu'il faut que les Congolais comprennent. Et ça demande au sein de l'opinion, au sein des hommes politiques, qu'ils comprennent les enjeux géopolitiques. Parce que ce qui se passe ici, s'ils ne parviennent pas à mettre leur pion à la tête de l'État congolais, il y aura un désordre. Donc il faut déjà se préparer. Regardez dans quel pays où l'ONU a organisé quelque chose, ça a marché. Nulle part ailleurs. Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Donc c'est à nous de prendre conscience, le temps est arrivé. Après 57 ans d'indépendance, qu'on s'assume. Ça, je demande au peuple congolais, je demande, comment dirais-je, aux élites intellectuelles et politiques, 1, de passionner les débats, 2, de personnaliser les débats. Si on ne fait pas ça, l'histoire viendra nous condamner et nos cadavres peut-être seront sortis des cimetières et nos petits-enfants pourront fouetter. On termine avec vous par cette déclaration de Kitundu qui dit que le gouvernement de la République démocratique du Congo est conscient de ses responsabilités pour faire face aux enjeux humanitaires, mais il reste ouvert. Mais tout en restant ouvert, est-ce qu'on ne peut pas quand même aller à Genève pour voir de ses propres yeux ce qui se trame au lieu de rester à Kinshasa et saisir le secrétaire général de l'ONU? Regardez ceux qui seront à Genève. Est-ce que vous avez entendu que les Américains sont dedans? Il n'y a pas d'Américains là-bas. Est-ce que vous avez entendu que les Chinois sont dedans? Il n'y a pas de Chinois. Est-ce que vous avez entendu que les Russes sont là? Il n'y a pas de Chinois. Il n'y a pas de Russes. Qui sont là-bas? C'est beaucoup plus l'Europe. Parce que sans l'Afrique, l'Europe a difficile de tenir. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour nous maintenir dans cette dépendance. Pas pour nous libérer. Et si nous voulons nous libérer, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Les Nations Unies, avec l'histoire, avec les leçons d'histoire qu'on peut tirer aujourd'hui, normalement, nous, qui étant l'école des Blancs, à l'école moderne, nous devons nous méfier de ça. Et demander à ceux qui étaient à cette école de prendre le destin de ces pays en main. C'est pas normal, 57 ans après, en 60, ils étaient là. Ils sont partis quand Mobutu a fait un coup d'État. Maintenant, ils sont revenus avec, après l'AFDEL. Et il faut voir, ils sont revenus dans quel cadre? Nous avons parlé ici qu'il y avait l'agression. Personne ne voulait entendre. Ils partent à Lusaka. Ils se retrouvent avec les accords de Lusaka.
l'ONU a eu les premiers mandats, c'était d'observation. Du jamais vu. Un pays attaqué. Donc il faudrait qu'on comprenne. Les Nations Unies ne partiront pas de ces pays s'ils ne sont pas parvenus à mettre quelqu'un au pouvoir. Il faudrait que les Congolais se préparent à résister et à créer un rapport de force. On n'a pas d'autre choix. C'est vaincre ou mourir. Si on est dans cette illusion de penser que tout le monde nous aime, tout le monde veut nous faire du bien, on va nous faire esclaves ici. Il y aura certains d'entre nous en cravate costume en train de manger, de boire. La grande majorité de la population, dans la forêt, dans des quartiers pauvres, en train de mourir de faim, dans une misère incommensurable. Donc nous avons intérêt aujourd'hui à ce que nous voyons notre peuple et qu'on fasse comme les Lumumba, comme les Mzee, comme Kimbangu, comme Kimpavita. La liberté a un prix. Nous ne sommes pas condamnés à être dominés. Dieu n'a pas créé les Congolais, n'a pas créé les Noirs pour rester dominés éternellement. Très bien. Alors, votre prochain numéro, donc au cours de cette semaine de la Renaissance africaine, vous abordez quel sujet exactement? En fait, c'est sur... Parce qu'il y a le code minier, ouais. On est sur la voie de l'acquisition de l'indépendance économique, ce que vous soutenez, et puis vous dites que maintenant, le complot est devenu permanent, il faut ouvrir l'œil. Oui, vous allez choisir quel titre? Non, je pense qu'on a arraché notre indépendance économique, parce que ce que les gens oublient... Ça, ce n'est que le texte qui n'est pas encore appliqué. Mais c'est une loi. C'est une loi. C'est voté au Parlement par le peuple. C'est une loi. Ça sera appliqué. Mais ceux qui sont habitués à venir piller, prendre en matière première gratuitement depuis 1885, ne sont pas contents. Ils ne comprennent que les rapports de force. Il faut que les Congolais comprennent. Il n'y a que les rapports de force qui vont contraindre ces gens de venir acheter nos matières premières, comme les Chinois, comme les Indiens, comme les Russes, comme les Américains, donc des Américains du Sud. Mais l'Occident, qui a hérité tout de la colonisation, n'acceptera jamais que les matières premières appartiennent aux Congolais et surtout aux gens qu'on pense toujours être inférieurs. Donc nous devons apprendre à nous battre pour mériter peut-être cette dignité, pour que nos enfants qui viendront après nous sachent que dans ces pays, il y avait des hommes, pas des femmes en pantalon. Même les femmes, il y en a qui se sont battues comme Kimpavita. Alors, toutes les femmes ne sont pas les mêmes et tous les hommes ne sont pas les mêmes. Exact. Alors, le pagne, Kimpavita s'est battu. Hein. Exact, il a donné l'exemple. Voilà. Merci Freddy Mulumba. On attend le prochain numéro de la Renaissance africaine sur cette indépendance économique qui est déjà à la portée des mains. Moi, je dis à la portée de main, en attendant l'arrangement minier pour l'application. Non, je dis que si on va faire que cette indépendance économique soit effective, il y a d'abord, nous devons apprendre à protéger nos minéraux. Ça demande une armée et une loi. Il faut apprendre à protéger nos élites politiques et intellectuelles parce qu'on a un passé douloureux. On a assassiné Lumumba, on a assassiné Mzee pour ça. Nous devons préparer à protéger nos élites. Et troisièmement, ce qui va dégager ces richesses, qu'on sache les répartir à travers toute la population. J'ai dit chez nous en Afrique, on ne mange jamais seul. Ce qu'on appelle l'économie de bonheur partagé. On ne mange pas seul, il faut manger avec les autres. Merci Freddy Mulumba. Alors je réponds avec votre autorisation à notre téléspectateur qui est à Kampala en Ouganda. Eh bien le livre Noir Canada n'est plus dans les rayons des bibliothèques, encore moins des librairies. On ne le vend plus. L'auteur l'a retiré de la circulation. Vous nous avez suivi la fois passée. Vous avez demandé qu'on puisse vous aider à entrer en possession de ce livre. Pour l'acheter, eh bien, on ne le vend plus parce qu'il révèle des vérités qui bousculent le monde sur les pillages en RDC, avec aussi la part, l'implication du Canada à travers ces multinationales. Bonsoir, le second sujet du jour, c'est dans quelques instants. Tant que tu as soutenir le chef de l'État, tu as une politique qui est compliquée à voter. Biso, tu as changé seulement emballage. Et là, quand tu peux te dire que combo,
il y a Batouana, il y a Fondation familiale. Ce qui est là, tout ça qui n'a pas ça élection, tout ça qui peut être pour l'élection, on ne pouvait pas, tout ça qui était considéré c'est ça. Mais ceux qui ont respecté c'est ça, à inviter Bissot, à consulter Bissot, à saluer ma proposition. Autorité morale, on ne peut pas sacrifier ce pays à cause d'un nom. Il y a parti. Il y a une élection et que la diaspora puisse participer à une élection, il faut la modification de la Constitution. Il faut que les gens le sachent maintenant. Si on va aux élections sans modification de la Constitution, Moïse Katumbi ne sera pas candidat, Syndicat Dokolo ne sera pas candidat, Mukwege et même d'autres.